Drôle et parfois cinglante, quand elle tient un os, soyez certain qu'elle ne le lâchera pas. Karima Drik. Sur la scène internationale, donc semaine cruciale dans le dossier de la guerre en Ukraine. L'ultimatum donné par Donald Trump à la Russie pour mettre fin au conflit sous peine de sanctions, mais ça arrive à échéance ce vendredi. L'émissaire spécial américain Steve Witkoff qui est attendu en Russie cette semaine. On va faire le point sur cette visite et on va aussi parler de ce projet des républicains de redessiner le découpage donc de la carte électorale, notamment au Texas. Et ça met en colère les démocrates. Vous allez voir, ils ont eu une stratégie très particulière, dis-je, pour contrer là, ce projet. Et on va parler aussi de l'affaire Epstein parce que maintenant, c'est au tour de Hillary Clinton et de Bill Clinton d'être convoqués. Et pour en parler de tout ça, on va joindre tout de suite Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et auteur du livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Gérald Olivier, bonjour. Bonjour Karima. Merci d'être avec nous aujourd'hui et déjà parlons de cette semaine assez cruciale. Donc revenons sur cet ultimatum qu'avait donné Donald Trump à la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine. Oui, si vous vous souvenez, c'est un sujet, je crois, qu'on avait abordé ensemble lors de ma dernière intervention. Et elle avait eu lieu juste après que Trump donne ce délai de 50 jours. Et je vous avais dit, je pense que c'était 43 jours de trop, parce qu'en vérité, il ne servait à rien d'attendre aussi longtemps. Et la Russie avait, profité un petit peu de ce délai pour continuer à mener la politique qu'elle mène vis-à-vis de l'Ukraine, à savoir des bombardements assez massifs. Et je crois que Donald Trump en est arrivé au point où il est prêt à renoncer au moins temporairement à l'option négociation de paix et à embrasser l'option sanction. Je rappelle qu'il y a une loi devant le Sénat très sévère de sanctions directes et indirectes contre la Russie. Et là, Steve Witkoff, l'émissaire américain, l'émissaire spécial de Donald Trump, est attendu, je crois, à Moscou demain ou jeudi pour un ultime entretien qui, pour moi, aura pour objectif l'obtention d'un cessez-le-feu immédiat qui permettrait d'éviter de passer par ces sanctions. Et en l'absence de ce cessez-le-feu, je crois qu'on aura un changement de ton de la part du président Trump qui parlera de la mise en place d'un certain nombre de sanctions, notamment des sanctions secondaires. Il a déjà évoqué de sanctionner l'Inde. Sanctions secondaires, ça veut dire ne pas sanctionner directement la Russie, parce que de toute façon, il y a très peu d'échanges commerciaux entre la Russie et les États-Unis aujourd'hui, mais sanctionner les pays qui, eux, commercent avec la Russie et qui, par là, soutiennent et entretiennent financièrement l'effort de guerre de la Russie. Justement, donc, à quoi peut-on s'attendre de cette visite? Donc, déjà, la Russie attend avec quelle attitude l'arrivée de M. Witkoff? À quoi il faut s'attendre justement de cette rencontre? Écoutez, deux choses. La principale serait un petit peu une forme de désescalade, parce que on a vu le ton monter très récemment entre la Russie, non pas directement entre Vladimir Poutine et Donald Trump, mais entre Donald Trump et par exemple Dimitri Medvedev, qui fut président et qui a par réseaux sociaux interposés, ont chacun évoqué la menace d'une guerre nucléaire, et on a vu Donald Trump répondre de manière très ferme à des propos très provocateurs de Dimitri Medvedev et évoquer le déplacement de 2 sous-marins nucléaires dans une zone sans avoir précisé laquelle, mais clairement pour répondre à la pression russe par une forme de pression américaine. Donc il serait bien d'un certain côté qu'il y ait une forme de désescalade et de détente un petit peu entre les rapports entre la Russie et les États-Unis aujourd'hui. Ça, c'est le premier but de cet entretien. Et puis le second, encore une fois, c'est peut-être un accord de cessez-le-feu in extremis qui permette non pas de faire la paix, pas du tout, mais au moins de suspendre les combats temporairement et de voir si des négociations peuvent reprendre. Et je pense qu'il y a peut-être
un espoir qu'un tel cessez-le-feu soit conclu, même cessez-le-feu partiel, parce que du côté de Donald Trump, même s'il perd patience, il n'a pas encore renoncé à son objectif, et donc essayer de remettre les choses sur la voie d'une négociation serait déjà une petite forme de progrès. Mhm. Oui, parce qu'on a l'impression quand même depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, c'est le statu quo. Donc, la Russie, on a toujours cette impression, en tout cas récemment, qu'elle ne veut pas bouger, qu'elle reste vraiment sur ses positions. Et vous dites, Donald Trump, bon, il s'impatiente quand même. Il a essayé différentes stratégies. On a l'impression qu'il a essayé quand même différentes stratégies. Il a été très dur avec Zelensky au début. Ensuite, il a remonté le ton un peu avec la Russie. Mais d'après vous, il est quand même dans quel état d'esprit là, en ce moment? Là? Sa patience, elle a des limites aussi à un moment donné. Oui, elle a des limites, mais encore une fois, il ne veut pas renoncer à son objectif. Il voudrait être un homme de paix, et on voit qu'il est capable de travailler sur tous les tableaux en même temps. Monsieur Witkoff était à Gaza, je crois que c'était lundi. Donc sur l'espace d'un jour, voire à l'autre, il peut voyager d'un théâtre de guerre à un autre théâtre de guerre, et dans les deux cas chercher à obtenir une forme de cessez-le-feu ou au moins une cessation des hostilités. Donc sur le fond, Donald Trump n'a pas renoncé à obtenir une paix en Ukraine, mais il a compris que sa première méthode ne fonctionnait pas, c'est-à-dire chercher à amadouer Vladimir Poutine, faire des concessions, je dirais, en dehors des négociations par voie de communiqué public, lui annonçant la situation telle qu'elle serait à l'issue d'un processus de paix, n'a pas fait évoluer la position de Vladimir Poutine, et face à des bombardements qui continuent, sachant que l'argument principal de Donald Trump pour la paix, c'est que justement les hostilités cessent, que les morts, que les civils, que cette guerre cesse de faire des victimes, aussi bien dans les rangs de l'armée que dans les rangs des civils à côté, et on sait qu'il y a des victimes des deux côtés aujourd'hui, et surtout d'ailleurs malheureusement en ce qui concerne les civils du côté ukrainien. Donc Trump n'a pas renoncé à obtenir une forme de paix, mais il a vu que sa première méthode ne fonctionnait pas, et donc typiquement, comme il croit malgré tout à la force, non pas la force militaire ici, mais d'abord la force économique, eh bien peut-être va-t-il essayer, si Vladimir Poutine ne veut absolument pas bouger de ses positions, il va essayer une forme de coercion économique à travers des sanctions, en essayant de priver la Russie du nerf de la guerre, c'est-à-dire de ses revenus pétroliers. Mm-hmm. Mais Gérald Olivier, je me souviens quand il y a eu l'invasion par la Russie, donc en Ukraine, on disait on va vraiment réussir à les mettre à genoux parce qu'on va faire toutes sortes de sanctions économiques. Il y a plein de pays, dont le Canada, mais on l'a vu aussi en France, en Europe, plusieurs pays qui ont décidé de faire des sanctions économique. Et finalement, le théâtre de la guerre, il est toujours présent, il est toujours violent, il est toujours en cours. Donc, ça n'a pas suffi. Alors, en quoi, justement, de dire, on va menacer d'infliger, par exemple, des droits de douane secondaires à des pays qui continuent de faire du commerce avec la Russie? En quoi ça va assécher, si vous voulez, les vivres pour la Russie pour qu'elle continue à faire cette guerre-là? Donc, on a du mal à se dire que cette fois-ci, ça va vraiment faire une différence. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, et c'est d'ailleurs toute la faiblesse des sanctions qui, par elles-mêmes, peuvent rarement obtenir des résultats directs. Par contre, les Américains vous diront que les sanctions qui se préparent sont encore plus sévères que celles qui ont déjà été mises en place. C'est une chose. Que ces sanctions vont donc être secondaires et concerner des pays autres que la Russie et peut-être avoir un poids de ce côté-là. Mais je note également que, en parallèle à ces menaces de sanctions, on a quand même vu la position de Donald Trump évoluer considérablement concernant le soutien en armes et en munitions à l'Ukraine. Et que à travers l'OTAN, notamment à travers la réunion du 14 juillet, le dernier sommet de l'OTAN, un motus vivendi a été trouvé pour permettre aux Européens d'armer et de financer un armement de l'Ukraine via du matériel américain.
Et d'ailleurs, pas plus tard que cette semaine, il y a un premier convoi ou un envoi des Pays-Bas qui va de munitions et d'autres types d'armes qui va parvenir à l'Ukraine. L'Allemagne a promis de livrer 2 missiles Patriotes qui lui étaient destinés initialement. Donc, en parallèle à cette volonté de maintenir un canal de discussion pour parvenir au moins à un cessez-le-feu, Donald Trump a aussi démontré sa volonté de continuer de soutenir l'Ukraine, pas avec la même intensité que c'était le cas sous l'administration Biden, mais via un canal européen, et cela aussi devrait faire réfléchir Vladimir Poutine, parce que sa stratégie, c'est d'une guerre d'usure, c'est de se dire que les Américains vont se fatiguer, que les Européens vont se fatiguer, qu'ils n'ont pas forcément l'argent pour financer cette guerre éternellement, alors que lui, il a mis toute son économie justement sur un pied de guerre et que malgré les sanctions, il arrive à s'en sortir depuis 3 ans. Eh bien, le message de Donald Trump, c'est non, ça va pas être si facile que ça. Nous sommes prêts à continuer à soutenir l'Ukraine si vous ne voulez pas faire un pas vers la paix. Ça compte aussi. Mais on a compris aussi que là, il y avait un enjeu même économique pour Donald Trump, parce que là, c'est pas juste de donner tout simplement, par exemple, des armes ou quoi que ce soit. Là, on parle de l'Europe qui va acheter aussi des armes américaines, qui va acheter en fait aussi de tout ce qui est du matériel pour la défense. Donc, lui, il est aussi gagnant quelque part Absolument. En termes de défense là-dessus. Vous avez raison, il est d'une certaine façon 2 fois gagnant. Et c'est peut-être aussi partie du message, même si on n'aime pas se dire qu'on va profiter de la guerre et du malheur des autres. Mais souvenez-vous, dans un premier temps, il a quand même conclu cet accord avec Volodymyr Zelensky concernant les fameux minerais et les terres rares détenus par l'Ukraine pour justement les gérer ensemble dans une Ukraine pacifiée, post-guerre, donc tout au bénéfice des États-Unis. Et il a été élu sur la promesse de ne pas dépenser l'argent des contribuables américains pour financer une guerre qui ne les concerne pas directement, et il a réussi à maintenir l'envoi d'armes sans utiliser l'argent des contribuables, mais au contraire en renforçant la défense des États-Unis. Donc d'un certain côté, c'est une situation qui lui est entièrement bénéfique, et en dépit de cet échec à obtenir la paix, il a peut-être obtenu ce qui était, je dirais, le plus favorable aux États-Unis. Et on voyait aujourd'hui, là, je regardais dans les médias aussi, on parlait de Volodymyr Zelensky qui a eu une conversation téléphonique avec Donald Trump aujourd'hui. Donc, le canal de communication est là. On se souvient de la scène dans le bureau ovale, mais bon, ça a changé là, depuis. Qu'est-ce qu'on peut retenir peut-être de cet échange-là avec Volodymyr Zelensky? Alors moi, je suis pas au courant de cette dernière conversation. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en Ukraine, tout récemment, vous avez eu 2 évolutions qui sont significatives. La première, c'était une loi qui allait, je dirais, affaiblir un petit peu la lutte contre la corruption. Et on sait que la lutte contre la corruption est essentielle pour les Européens et pour les États-Unis dans la poursuite de leur soutien à Volodymyr Zelensky. Et cette loi a été tout récemment révoquée. Et pour moi, elle a été révoquée parce qu'il y a eu quelques conversations pour faire comprendre que c'était pas une très bonne chose que cette loi passe et que la lutte contre la corruption cesse sous prétexte qu'il y avait une forme de garantie de soutien américain prolongée au-delà de ce qui était attendu. Mais de manière plus générale, il me semble que depuis, non pas la conversation dans le bureau ovale, cet fameux incident, mais plutôt depuis la conclusion de cet accord sur les minerais et les terres rares, le dialogue entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump est beaucoup plus facile. J'ai l'impression que Zelensky a compris le fonctionnement du président américain, qu'il est beaucoup plus à l'écoute et qu'à partir de là, Donald Trump a une position qui est moins exigeante et que il a compris ou réalisé qu'au cours des mois écoulés, le blocage à la paix ne venait pas de Zelensky, mais venait véritablement de Vladimir Poutine. Et à partir de là, le dialogue entre les deux est plus facile. Je veux qu'on ait le temps d'aborder quand même un ou 2 autres sujets parce qu'il y a beaucoup de choses. Premièrement, je veux revenir aussi sur ce qui s'est passé avec le projet en fait, de républicains de vouloir redécouper la carte électorale et on a assisté à quelque chose de très particulier au Texas. Il y a des Texas, des élus démocrates du Texas qui ont réussi à bloquer un vote. Ils ont décidé de quitter littéralement l'État du Texas.
Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé pour nos auditeurs. Alors c'est une affaire très cocasse. C'est une affaire très cocasse. Donc il faut comprendre aux États-Unis que tous les 10 ans, quand il y a un recensement, eh bien on redessine la carte électorale en fonction de la position des populations pour ajuster les évolutions dans un sens ou dans l'autre. Et tout récemment, le Texas, même si le recensement date de 2020 et il y avait déjà eu un premier redécoupage électoral, le Texas a voulu proposer un deuxième découpage électoral, encore plus favorable, on va le dire, soyons honnêtes, aux candidats républicains. Et comme les républicains sont majoritaires à la Chambre, à l'Assemblée de l'État du Texas, qui va voter justement ce redécoupage électoral, eh bien pour éviter que ce vote ait lieu, les élus démocrates sont partis. Ils ont pris la fuite. L'État complètement, ils ont pris la fuite. Ils ont quitté non seulement la salle, mais ils ont quitté l'État du Texas. Oui. Ils sont partis dans l'Illinois, donc à Chicago. Ils sont partis à New York aussi, en partie. Je sais plus ailleurs où ils sont allés, mais au moins dans ces deux villes-là. Et de telle sorte qu'il n'y ait pas le quorum nécessaire pour que le vote de la loi puisse avoir lieu à l'intérieur de l'Assemblée du Texas. Donc il n'y a pas le nombre nécessaire finalement d'élus pour pouvoir procéder au vote. D'accord. Voilà, il y a une majorité, voilà, de 60-40 à peu près entre républicains et démocrates au sein de l'Assemblée du Texas, mais il y a suffisamment de démocrates pour que s'ils s'en vont, il n'y ait pas le nombre d'élus minimum requis pour que le vote puisse avoir lieu. Donc en fuyant, en quittant le Texas, en s'exilant volontairement, eh bien ils ont empêché que cette loi puisse être votée. Donc c'est un mode de blocage particulier. Le gouverneur du Texas a été très en colère. Il a promis de les faire arrêter parce que pour eux, ils ont renoncé à leur mandat, à leur mandat d'élu, et donc il y a un abandon de poste. Ensuite, il y a la question des frais de voyage. C'est-à-dire qu'ils sont partis à bord d'avions privés, ils sont reçus dans d'autres États et la question se pose de qui paye pour tout cela. Parce que si ces élus acceptent de l'argent extérieur dans le cadre de leur activité politique, on pourrait les accuser de recevoir ce qu'on appelle des pots de vin. C'est une forme de corruption, de bribery, on dirait en anglais. Donc il y a des menaces qui sont venues du gouverneur du Texas pour essayer de les faire revenir, mais l'histoire est particulièrement cocasse parce que c'est pas la première fois, mais c'est la deuxième fois malgré tout. Mais au Texas, c'est devenu une habitude de la part des élus démocrates pour éviter de voter une loi. Eh bien, ils abandonnent leur poste et ils le font de manière très visible, comme forme de protestation. Alors là où ça pose problème, c'est qu'évidemment, si dans tous les États américains les élus minoritaires se mettent à quitter les assemblées pour éviter que le parti qui a le plus d'élus et donc qui est le représentant du peuple puisse mener une politique, bien il est bien évidemment qu'il sera beaucoup plus difficile de gouverner. Donc il y a une solution qui doit être trouvée sur cette façon d'agir de la place de ces élus démocrates, mais derrière, et ça c'est le vrai problème, et c'est un problème qui existe aux États-Unis depuis des centaines d'années, c'est le problème du redécoupage électoral. Et là, aujourd'hui, ce qu'on aperçoit au Texas, c'est que les démocrates sont un petit peu obligés de prendre un poison qu'ils ont eux-mêmes imposé aux autres pendant des décennies. Parce que redessiner la carte électorale pour favoriser son propre parti, c'est quelque chose qu'ils sont très très forts à réaliser, bien plus que les républicains. Si il le dénonce, mais ils disent finalement qu'ils vont peut-être faire la même chose s'ils se rendent compte que les républicains vont de l'avant avec ça. Ils l'ont déjà fait. C'est ça. Ils l'ont déjà fait, Karima. Oui, mais maintenant, je parle, si on regarde même ce qui se passe du côté de la Californie. C'est ça, exactement. Absolument, ils vont le faire à nouveau. Mais bon, puisque vous parlez de la Californie, la Californie, donc État le plus peuplé d'Union, la délégation parlementaire de la Californie à la Chambre des représentants, c'est 52 élus. Il y a 52 élus. En Californie, il y a à peu près 40% de républicains
et 60% de démocrates. Donc, on s'attendrait à ce que sur 52 élus, il y ait une trentaine d'élus démocrates et une vingtaine d'élus républicains. Eh ben, pas du tout. Il y a 43 démocrates et 9 républicains. Parce que la carte électorale est très, très défavorable aux républicains. Et comme les démocrates ne cessent de gagner, ils peuvent la redessiner à leur guise. L'État qui réussit le mieux, c'est le Massachusetts. Au Massachusetts, je termine rapidement, excusez-moi. Ouais, rapidement. Au Massachusetts, Donald Trump a récolté 36% des voix en 2024. Donc 36% des électeurs ont voté républicain à l'élection présidentielle de 2024. Il y a 9 sièges de députés dans l'État du Massachusetts. Ils sont tous aux démocrates. C'est 9-0. Il n'y a pas un seul républicain, alors que 40% des résidents du Massachusetts sont républicains. Donc techniquement, ils n'ont aucune représentation. Aussi. Donc, mais la carte, c'est une spécialité démocrate. Très intéressant d'avoir en fait ce son de cloche-là sur effectivement ce découpage électoral et sur aussi ces tentatives politiques qu'on a vues d'un côté comme de l'autre. Sûr. Maintenant, on le voit du côté beaucoup républicain, mais ça s'est fait aussi par le passé. Vous l'avez mentionné. Et il y a Nick Payne qui est avec nous aussi, que j'en profite pour saluer. Salut Nick! Salut, bonjour à vous deux. Oui, puis peut-être on va... Oui, tu avais une petite réaction, effectivement. Oui, ben je me mettais à la place de quelqu'un qui vient d'allumer la radio et qui nous écoute sans savoir qu'on parle des États-Unis d'Amérique là, sur le redécoupage de la carte. Et cette personne doit se dire, mais ils sont en train de parler d'un pays, autrefois on disait le tiers-monde, un pays sous-développé, une république de bananes. Il y a quelque chose quand même de gênant pour ce qu'il est convenu d'appeler la plus grande démocratie du monde, dans ces espèces de manœuvres de basse, autour au fond, c'est une réglementation qui est archaïque, autrement dit. Je pense que là-dessus, les Américains, comment dire, ça fait un peu pitié. Et on va vous laisser, Gérald Olivier, mais peut-être quand même une petite minute pour réagir sur cette affaire là, en lien avec l'affaire Epstein, Bill Clinton et Hillary Clinton qui ont été assignés à comparaître devant le Congrès. Comment vous interprétez ça? Est-ce que c'est une façon de faire diversion? On sait que ça a fait mal un peu là, tout ce qui entoure l'affaire Epstein avec Donald Trump. Il y a même sa base qui lui reproche de ne pas complètement être transparent sur la question. Donc, comment vous interprétez cette assignation de Bill Clinton et Hillary Clinton à comparaître devant le Congrès? En fait, aux États-Unis, depuis quelques semaines, on a une multiplication d'affaires qui ne sont pas toutes des affaires contemporaines, mais qui sont la résurgence d'affaires anciennes. Donald Trump avait promis de faire toute la lumière sur l'affaire Epstein. Son garde des Sceaux, Madame Pam Bondi, nous apprend qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on ne sait pas déjà sur ce dossier. Le directeur du FBI, Monsieur Kash Patel, dit exactement la même chose. Tous les supporters de Trump sont déçus parce qu'ils s'attendaient à d'énormes révélations, et d'énormes révélations concernant qui ? Principalement Bill et Hillary Clinton, parce que Bill Clinton a été un passager récurrent sur les vols et sur l'avion privé de Monsieur Jeffrey Epstein, qui, on le rappelle, était un financier new-yorkais, qui a entretenu et peut-être, je dirais, même fondé une forme de trafic de mineurs à fin sexuelle. Il a fini par être arrêté et il est mort en prison en 2019. Mais jusqu'à ce que ce trafic soit, je dirais, découvert et dénoncé, c'est-à-dire autour des années 2006, 2007, 2008, eh bien, Jeffrey Epstein était le meilleur ami de tout le monde. Et donc, on se pose la question de savoir si un certain nombre d'hommes et de femmes politiques n'étaient pas liés et s'ils n'avaient pas des choses sur eux lui permettant d'être sûr que ses activités ne seraient jamais dénoncées. Donc, le couple Clinton fait partie des couples historiques qui ont eu affaire à ce personnage. Et il n'est pas totalement étonnant à ce que le Congrès veuille entendre parler d'eux si le Congrès a véritablement l'intention de faire toute la lumière sur cette affaire. Et puis, ça fait plaisir à la base MAGA, parce que Hillary Clinton, aujourd'hui, est menacée par d'autres affaires que l'affaire Epstein, en particulier ce qu'on appelle aux États-Unis le Russiagate, l'affaire de la fausse collusion entre Donald Trump et justement la Russie, parce que cette affaire, elle est partie d'une manœuvre des démocrates qu'elle avait elle-même
élaboré et approuvé. Donc je crois que le couple Clinton, on risque de le voir faire des dépositions dans plusieurs cadres dans les semaines et les mois à venir. Très intéressant. On suivra de près le dossier. Toujours un plaisir de vous parler. Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et auteur du livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Un livre à découvrir, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, Gérald Olivier. Merci de votre invitation. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.